Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Jalé Bradéa. Merci d'être avec nous pour cette interview de leaders emblématiques engagés de la communauté Les entreprises qu'engagent, que maintenant vous commencez à bien connaître. On est très contente de vous recevoir aujourd'hui. Elisabeth Moreno, on vous connaît bien évidemment parce que vous étiez ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et vous avez beaucoup fait avancer ces sujets. Vous êtes aussi patronne depuis de nombreuses années en fait. Je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est pour ça que je le précise également. Vous étiez notamment PDG du groupe Lenovo en France et PDG de Hewlett-Packard en Afrique. Déjà, première question, comment allez-vous ? Je vais fantastiquement bien parce que, et ça peut paraître paradoxal parce que la période que nous vivons est extrêmement complexe, mais tous les chefs d'entreprise savent que les plus belles innovations, les plus beaux projets, les plus belles créativités naissent un peu du chaos. Et donc, moi, en ce moment, je fusionne d'idées qui peuvent être mises en place pour faire en sorte que notre pays aille mieux. Et puis, je veux en profiter quand même pour rappeler qu'on est la 7e puissance économique mondiale, qu'on est un pays extrêmement dynamique, avec des potentialités extraordinaires. Mais dans les moments difficiles, on tend à ne regarder la bouteille qu'à moitié vide. Et je pense que plus que jamais, on a besoin que les chefs d'entreprise continuent de montrer le cap, continuent de donner le ton pour que nous gardions de l'optimisme parce qu'on ne peut avancer qu'avec de l'optimisme. Vous avez tout à fait raison et ma question c'était normalement je voulais vous demander ce qui vous faisait vous lever le matin. Je crois que vous l'avez déjà dit en réalité. Donc c'est cette envie de voir le verre à moitié plein et de montrer aux autres aussi que c'est le cas. Mais absolument, et pas dans un optimisme naïf. Je suis tout à fait réaliste des difficultés que traverse le monde, les difficultés que traverse notre pays, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient géopolitiques. Quand vous vous levez le matin et que vous écoutez la radio en ce moment, vous auriez presque envie de vous remettre sous la couette. Et bien moi, dans ce cas-là, je me dis, OK, soyons pragmatiques, regardons ce que nous pouvons contrôler, regardons ce que nous pouvons changer, regardons les lignes que nous pouvons bouger. Et puis, je pense que quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, la responsabilité du leader, c'est de sécuriser ses collaborateurs, de faire continuer à avancer l'organisation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore à la portée de tous. Et donc, si j'entends bien ce que vous dites, finalement, leader et leader engagé, c'est la même chose. Je ne vois pas comment on peut être un leader non engagé. Et pourtant, j'en ai rencontré. Mais ces leaders qui n'étaient engagés que sur leurs résultats économiques, que sur leur performance de rentabilité, de suivi de ces fameux KPIs, je pense que ça n'est plus suffisant aujourd'hui pour réussir. Je pense que les leaders qui vont réussir aujourd'hui et demain sont des leaders qui prennent en considération l'état de la société. On sort d'une pandémie, et je dis qu'on sort parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette crise sanitaire a laissé des traces durables sur la santé mentale de beaucoup de gens, sur l'isolement, sur les doutes, sur les questionnements, sur les incertitudes. Et je pense que le rôle du leader aujourd'hui doit être encore plus incarné, encore plus humain. Et ça le rend encore plus intéressant. Oui, absolument. Et vous, vous êtes exactement dans cette lignée de leaders. C'est bien pour ça que vous êtes présent avec nous aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on aime dans les entreprises s'engagent. Sans les leaders engagés, on ne pourrait pas avancer. Revenons un peu au début, à vos débuts. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ? Non. Non. Alors, je ne sais pas de quel début vous parlez, mais... Adolescent, moi j'aime bien ces années-là. D'accord. Adolescente, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je deviendrais chef d'entreprise. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je dirigerais la filiale d'un grand groupe chinois dans son 5e plus grand pays du monde. Je ne pouvais pas imaginer que je deviendrais présidente de Hewlett-Packard pour tout un continent. 54 pays, c'est quand même pas neutre. Et puis un pays qui est en plein bouillonnement, dans lequel le numérique est en train d'avoir un impact colossal, comme dans le monde entier. Je ne sais pas si on en parlera. Mais objectivement, en tant qu'adolescente, en tout cas, ma mère m'a éduquée pour que je devienne une gentille épouse, une bonne mère de famille, que je prenne soin des miens. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est ce que j'ai toujours fait, pardon. Je me préparais à prendre soin des autres. C'est une qualité assez naturelle chez les femmes. C'est
peut-être aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes dans la santé, dans l'éducation, dans tous les métiers de service. Oui. Et donc, à aucun moment, je n'aurais pu imaginer que je serais dans le monde des affaires, encore moins que je deviendrais ministre, encore moins que je deviendrais juge. Moi, j'ai rêvé de devenir avocate. J'ai rêvé d'être infirmière, ensuite de devenir hôtesse de l'air parce que je voulais voyager. Et puis ensuite, j'ai rêvé de réussir dans le monde des affaires parce que je pense que le monde de l'entreprise fait des transformations sociétales colossales. Il y a 20 ans, quand on parlait, quand vous demandiez à quelqu'un de vous citer un leader inspirant, c'était généralement des hommes politiques. On pensait à Nelson Mandela, on pensait à Lincoln, on pensait à toutes ces grandes personnalités, on pensait à Simone Veil, à Wangari Maathai. Et aujourd'hui, on cite aussi des Steve Jobs, on cite aussi des Zuckerberg, pas toujours pour les bonnes raisons, mais ce sont des noms qui reviennent régulièrement. Donc je pense qu'à l'âge adolescente, je n'en rêvais pas, mais c'est à force de travail et de peut-être aussi de réussite, et je le dis avec humilité, mais aussi avec fierté, parce que c'est le résultat de beaucoup de travail. Plus j'ai poussé les murs, plus mes rêves sont devenus grands. Effectivement, et c'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer. Ces grandes femmes et ces grands hommes qui, il y a 20-30 ans, étaient surtout des personnalités politiques. Et aujourd'hui, il y a des personnalités politiques, mais il y a beaucoup de personnalités d'entreprise. Et justement, la communauté Les Entreprises s'engagent, c'est une organisation publique et privée. Vous avez été ministre, vous êtes définitivement une patronne, une grande patronne. Quelle vertu est-ce que vous voyez à ce pont qui est établi par Les Entreprises s'engagent entre le public et le privé? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le partenariat public-privé est fondamental. Parce que moi, je ne crois plus à l'homme providentiel, à l'État providentiel. Je pense que les mots MAUX de notre temps sont tellement nombreux qu'aucun homme seul, aucun État seul, aucune organisation seule, aucune entreprise seule ne peut résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et à partir du moment où ces défis, ces challenges concernent tout le monde, il faut que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Moi, l'une des choses qui m'a le plus surprise quand je suis arrivée au gouvernement, ce sont les silos qui existent entre le public et le privé. Et je crois fondamentalement à ce triptyque vertueux, l'État, les entreprises et les associations, pour faire avancer aujourd'hui notre société. Parce que chacun apporte son expertise, son savoir-faire, ses responsabilités. Et je pense qu'il nous faut apprendre à travailler de plus en plus ensemble pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, puisque ce sont des problèmes qui nous concernent tous de la même manière. L'inflation, l'état de la planète, l'économie, le social, ça concerne tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde devrait avoir quelque chose à dire. Tout le monde n'a pas le même niveau d'expertise, tout le monde n'a pas le même niveau de savoir-faire, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, mais mises ensemble, l'intelligence collective, c'est celle qui va nous sortir des ornières dans lesquelles nous sommes enfermés. Et est-ce que vous avez expérimenté, vous aussi, en tant que ministre, du coup, ces passerelles que vous avez créées avec les entreprises? Est-ce que vous avez en tête un succès que vous avez envie de partager de cette collaboration publique-privée? Bien sûr. D'abord, moi, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée dans le ministère qui était le mien, j'ai constaté qu'il n'y avait personne qui avait construit des relations avec les entreprises, ou alors elles étaient extrêmement superficielles. Et je me disais, mais c'est quand même hallucinant, parce qu'on peut voter toutes les lois du monde et on peut faire la toupie sur la tête. Si les entreprises ne s'emparent pas de ces lois, si elles ne les embrassent pas, et je ne parle pas du lobbying, hein, je ne parle pas du lobbying de certaines organisations qui vont défendre leurs intérêts, je parle de tous les chefs d'entreprise, que ce soit des chefs d'entreprise, des toutes petites entreprises dans les zones rurales, jusqu'aux grands patrons et patronnes du CAC 40, s'ils ne comprennent pas l'intérêt des lois qui sont votées par les parlementaires, s'ils ne comprennent pas l'intérêt pour leur entreprise, l'intérêt pour notre société, ça ne peut pas fonctionner. Donc j'ai recruté un monsieur qui s'appelle André Botson, qui venait du monde de l'entreprise,
et qui avait fait une carrière extraordinaire dans le monde de l'entreprise. Et je lui ai confié comme mission de faire en sorte que tout ce que nous faisions dans le ministère, que ce soit sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, que systématiquement, il consulte les entreprises pour leur demander leur avis sur ce qu'il faut faire, la manière dont il faut le faire, ce qu'il faut appliquer, tout en étant consciente que certaines entreprises ne veulent pas voir certaines choses bouger. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que nous parlons aujourd'hui à des entreprises engagées, c'est-à-dire à des patrons et à des patronnes qui ont compris que leur responsabilité aujourd'hui ne peut pas se limiter qu'à des responsabilités financières et économiques. Aujourd'hui, si on veut donner du sens à ce que l'on fait en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas faire l'économie de l'aspect sociétal et environnemental. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Si je vous donne un exemple concret, jamais la loi de Marie-Pierre Rixain n'aurait vu le jour si on n'avait pas travaillé avec des chefs d'entreprise engagés. Jamais on n'aurait pu avancer sur l'index égalité, l'index diversité et inclusion si on n'avait pas eu 10 entreprises volontaires qui nous ont dit « Écoutez, on a un vrai sujet avec la diversité et l'inclusion, on veut, mais on ne sait pas comment faire. » C'est un sujet extrêmement abrasif. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Angleterre, il faut le prendre de la bonne manière. Et quand on a expérimenté cet index et que ces chefs d'entreprise et ces associations avec lesquelles on a travaillé nous ont dit « Merci », parce que vous nous avez permis d'avoir un dialogue apaisé, un dialogue social construit et intelligent sur une thématique qui est présente, mais dont on ne savait pas comment s'emparer. Eh bien, que ça fait du bien. Oui, donc effectivement, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de co-construction. Absolument. C'est que... Vous savez, il y a, avec tout le respect que j'ai pour nos hauts fonctionnaires et pour nos femmes et hommes politiques, à un moment donné, chacun a sa manière de voir les choses. Et si vous ne mettez pas toutes les personnes concernées autour de la table et qu'on s'envoie les noms d'oiseaux qu'on a besoin de s'envoyer, parce que l'intérêt, c'est qu'on ne soit pas d'accord. Si tout le monde est d'accord, ce n'est pas la peine de se réunir. C'est bien pour ça qu'on dit que la diversité est une richesse. Mais évidemment, parce que ce sont ces points de vue différents aussi qui apportent. Moi, je dis que la diversité est une richesse, pas d'un point de vue idéologique. J'ai été chef d'entreprise. Et je trouvais ça extrêmement intéressant d'avoir autour de la table des manières de voir et de faire différentes. L'innovation naît de la diversité de pensée, de réflexion, de créativité et de lunettes qu'on porte sur le monde. Et puisque nos clients sont divers, il faut que nos dirigeants soient divers, il faut que nos COMEX et nos CODIR soient divers. Si on avait cette diversité indispensable dans le monde de l'entreprise, on aurait évité ces drames qu'ont connus des H&M et des Google et des entreprises qui ont pignon sur rue et qui, parce qu'ils étaient tous identiques dans leur manière de voir le monde, ils n'ont pas vu des dangers qui ont eu un impact fou sur leur réputation. Et Dieu sait que quand vous apparaissez en une des journaux aujourd'hui avec des exemples aussi dramatiques que ça, vous perdez un temps fou pour les rattraper. Donc oui, la diversité est une richesse, oui, la co-construction est essentielle et l'intelligence collective est celle qui va nous permettre de réussir à l'avenir. Quand je vous vois aussi motrice, enthousiaste, enfin, vous avez une énergie incroyable qui sort. Je ne sais pas si on le ressent à travers la vidéo, mais je pense que oui. Est-ce que c'est vous qui avez choisi vos engagements ou c'est vos engagements qui vous ont choisi? Le parcours de vie que j'ai eu a forcé mes engagements. Moi, je ne me suis pas engagée par choix, je me suis engagée par nécessité. Je me suis engagée parce que j'ai été tellement confrontée au drame et à l'adversité. J'ai été tellement confrontée aux injustices des inégalités. Je me suis tellement posé la question de savoir pourquoi on pouvait être discriminé pour son genre, pour son origine sociale, pour son origine culturelle, pour son handicap, pour son lieu d'habitation, pour son lieu de naissance. Et ce ne sont paradoxalement que des choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas de naître dans le sud ou dans le nord. On ne choisit pas de naître riche ou pauvre. On ne choisit pas de naître à la campagne ou à la ville. On ne choisit pas de naître avec un handicap ou pas. On ne choisit pas tout ça. Et pourtant, on peut être rejeté, discriminé, ostracisé pour toutes ces raisons.
Et moi, j'ai vécu toutes ces discriminations. Mais j'ai refusé, mais avec force, de me considérer comme une victime, parce que je ne suis pas une victime. Et je me suis toujours dit que peut-être que les drames que j'ai vécus dans ma vie m'ont poussée à comprendre qu'on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Ce qui est très juste, effectivement. Quelle jolie philosophie de vie. Et est-ce qu'au travers de ce parcours quand même assez impressionnant, je suppose que vous avez aussi eu des échecs? Plein. On n'aurait pas assez de 30 minutes pour que je vous raconte tous les échecs de ma vie. Vous pouvez en choisir un ou deux pour nous partager? Non, mais en fait, il faut quand même que tout le monde ait conscience que la vie n'existe pas sans échec. Il n'y a que les gens qui ne font rien qui n'échouent pas. Vous imaginez un bébé qui apprend à marcher, qui tombe une fois, qui tombe 5 fois, qui tombe 10 fois, qui tombe 15 fois, et au bout de la 15e fois, il se dit, bon, ça va, j'arrête de marcher, je vais rester assis parce que c'est pas possible que je tombe aussi souvent. C'est très impressionnant d'ailleurs de voir à quel point... La résilience des bébés. Exactement, et c'est l'objectif premier de leur vie, c'est de se lever et de continuer de marcher. Et puis, il faut regarder la manière dont ils échouent. Vous savez, quand ils échouent à se lever, ils apprennent à marcher sur les fesses. Après, ils apprennent à marcher sur les genoux. Ils apprennent à marcher en se tenant aux portes. Et bien moi, c'est comme ça que j'ai appris à vivre. C'est-à-dire que nos échecs nous forgent. Nos échecs nous donnent de la force et du courage. Nos échecs nous apprennent que ce n'est pas parce que vous tombez 10 fois que vous ne pouvez pas vous relever 11. Nos échecs nous permettent de nous poser et de réfléchir à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Nos échecs nous apprennent l'humilité. Je pense que beaucoup d'erreurs que nous faisons dans nos vies de leaders, que ce soit des leaders d'entreprise, moi j'ai vu des entreprises s'effondrer, on a mis ça sur le compte de la stratégie, que nenni. Ce sont les leaders qui explosent leur entreprise. J'ai été juge consulaire, j'ai vu des chefs d'entreprise me raconter qu'ils se sentaient aller dans le mur, mais que par ego, pour plein de raisons personnelles, ils ont décidé de continuer en se disant il y a bien quelque chose qui va se passer et qui va faire... Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir l'humilité d'apprendre de ces échecs et savoir se dire stop, là, je vais dans le mur et je vais aller chercher des gens qui savent mieux que moi, des gens qui vont m'apporter des expertises que je n'ai pas, des gens qui vont m'apporter des connaissances que je n'ai pas et reconnaître que parfois, ces gens auront 10, 15 ou 20 ans de moins que vous. Reconnaître que ces gens peuvent être des femmes. Reconnaître que ces gens peuvent venir de la campagne. Reconnaître que ces gens peuvent venir de la banlieue. Reconnaître que ces gens peuvent avoir un handicap. Reconnaître qu'on ne sait pas tout et que c'est en s'entourant de ceux qui savent certaines choses mieux que nous qu'on peut réussir. Mes échecs ont fait de moi ce que je suis. Mes échecs m'ont permis d'avoir une carrière que je n'aurais jamais imaginé avoir parce que j'ai appris à chaque fois que je suis tombée. Oui, et j'entends aussi, encore une fois, dans ce que vous dites, ce principe d'être ensemble et de faire ensemble et de ne pas se dire « c'est OK, on ne fait pas les choses seul ». Quel est le chef d'entreprise honnête qui peut vous dire qu'il réussit seul? Quel est le sportif de compétition qui a gagné 10 000 médailles qui peut vous dire qu'il a réussi seul? Quel est l'homme ou la femme politique qui peut vous dire qu'il a réussi seul? La réussite individuelle n'existe pas, même dans les responsabilités ou les succès les plus individuels du monde. Vous êtes coureur automobiliste, enfin vous êtes coureur automobile, oui. Vous avez besoin d'une équipe. Vous êtes cantatrice, vous avez besoin de gens qui vous entraînent. Quoi que vous fassiez, vous avez besoin de personnes qui ont des compétences et des savoir-faire différents des vôtres pour réussir. Et qui a compté pour vous dans votre chemin? J'ai eu la chance de rencontrer, plus souvent des hommes, parce que j'ai fait toute ma carrière dans des milieux très masculins. Ça, on ne l'a pas dit, effectivement. Par les hasards de la vie, j'ai commencé ma vie en tant que... je voulais être avocate, et puis je me suis rendu compte que je m'étais trompée de voie. Ensuite, j'ai voulu être magistrate et je le suis devenue bien plus tard. Donc, j'ai créé mon entreprise dans le bâtiment à l'âge de 20 ans. Et puis après, je suis rentrée dans le monde de la tech où j'ai passé
25 années de ma vie. Ensuite, je suis allée en politique. Mais ce qui était très original quand même. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on y est encore. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour la présence de femmes dans le milieu de la tech. Et vous, vous étiez très précurseur à ce moment-là. Eh ben, alors, il y en a beaucoup parce que la patronne d'HP, notamment Pascale Dumas, était une femme. La patronne d'IBM aujourd'hui est une femme. Je connais beaucoup de femmes qui sont... Florence Ropion, chez Dell, est une femme. Je connais beaucoup de femmes. Aurélie Jean est une femme. On a beaucoup de modèles de femmes dans la tech, mais elles sont beaucoup plus discrètes que ces messieurs. Elles parlent moins. Les femmes sont souvent dans le faire. Elles sont beaucoup plus dans la recherche du résultat. Et moi, je ne cesse de leur dire qu'il faut qu'elles fassent et qu'elles réussissent brillamment à 80% du temps. Et 20% de leur temps, il faut qu'elles fassent savoir. D'abord parce qu'elles vont inspirer toutes ces femmes qui se disent « le bâtiment, c'est pas pour moi, la tech, c'est pas pour moi ». La tech, aujourd'hui, le numérique, le monde dans lequel nous vivons est un monde éminemment technologique. Il a transformé les êtres humains, il nous transforme tous les jours. Il a changé la manière dont on étudie, la manière dont on travaille, la manière dont on communique, la manière dont on se divertit. Enfin, la tech est dans tous les secteurs de nos vies et il n'y a que 30% de femmes à peine qui y sont. Et il y a moins de femmes aujourd'hui dans le monde numérique qu'il y en avait quand ça a commencé. Donc il y a un vrai sujet. Les métiers n'ont pas de genre. Mais on continue d'avoir des stéréotypes, des biais, des préjugés qui sont d'un autre temps et qui ont un impact terrible sur notre compétitivité nationale. Parce que si un métier sur 3 qui va exister dans les prochaines années est un métier qui aura une composante scientifique, technologique, ingénierie et mathématique et qu'on n'a que 30% de femmes qui s'intéressent à ces métiers, ça vous dit les problèmes de compétitivité, de recrutement qu'on va avoir dans les années à venir. Donc, et ça dit un pays ou même un monde à 2 vitesses qui peut s'instaurer. Écoutez, moi j'étais convaincue quand je suis rentrée dans la tech il y a 30 ans, j'étais convaincue que le numérique enrayerait un certain nombre d'inégalités et d'injustices. Je me réjouissais en tant que femme de pouvoir travailler de 9h à 18h, de rentrer chez moi, de m'occuper de mes enfants et de me reconnecter à 22h. Je croyais vraiment, j'y croyais. Je me disais qu'avec le numérique, on pouvait étudier à distance, on pouvait avoir accès à des professeurs de Harvard, de Singapour, et qu'on pouvait être connecté au monde entier, écouter des leaders inspirants du monde entier. Et tout ça est vrai. Mais je n'avais pas réalisé tous les drames du numérique. Je n'avais pas réalisé que des jeunes filles pourraient se suicider parce qu'elles seraient harcelées sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas réalisé qu'on pourrait être dans un restaurant en couple et être chacun sur nos smartphones pour répondre à des gens qui sont, qui s'en fichent de nous, en fait. Et en fait, cette hyper-connectivité est un drame absolu parce que c'est en train de tuer nos relations humaines. Mais il y a une chose que le numérique ne sait pas faire encore aujourd'hui, c'est l'empathie. Ce sont ces relations humaines, c'est le toucher, c'est le sens, le ressenti. Et il faut absolument que, quand des gens qui sont dans le numérique eux-mêmes vous disent qu'il faut ralentir, quand on voit ce que ChatGPT est en train de faire, moi je suis assez fascinée de voir que beaucoup de gens s'inquiétaient de la robotisation quand on disait que c'était pour les métiers les moins valorisés. Et bon, on se disait, oh mon Dieu, c'est grave, mais bon, voilà. Et depuis qu'on voit que ChatGPT peut prendre des métiers d'avocat, de consultant, là, ça devient, on accélère la prise de conscience. Et il faut se dire que le numérique est en train de transformer notre humanité, transformer le monde du travail, et qu'il serait grand temps que tout le monde s'en saisisse et que le Digital Service Act ne sera pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que les parents prennent conscience de l'impact que ça a sur le cerveau des enfants, qu'on prenne conscience que la créativité, l'imaginaire de nos enfants, le fait de s'ennuyer, vous savez, quand nos enfants nous disent « Ah, je m'ennuie », eh bien, ennuie-toi et ennuie-toi bien, parce que c'est comme ça que tu vas être créatif. Eh bien, tout ça, on ne le fait plus parce qu'on a le nez plongé dans les réseaux sociaux, et ça a du bon, mais ça a aussi des dangers, et il faut que nous en soyons tous conscients. Il y a tellement de choses à faire et on n'a tellement pas beaucoup de temps, malheureusement. Je voudrais parler encore toute la journée avec vous. Dites-moi juste, vous voyez où dans 5 ans? Je me vois travailler avec les chefs d'entreprise,
avec les leaders. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on est à une époque où on a vraiment besoin de leaders éclairés, de leaders engagés, de leaders inclusifs. On a besoin de leaders authentiques, de leaders courageux. Courageux. Parce que les transformations dans lesquelles le monde est engagé demandent du courage. On a besoin de leaders éthiques. Et ma joie aujourd'hui, c'est de combiner mon expérience dans le monde de l'entreprise, mon expérience dans le monde politique, mon expérience dans le monde associatif, dans lequel je suis engagée depuis que je suis à l'université, pour accompagner ces leaders engagés et inclusifs à contribuer aux transformations du monde. Et justement, une des devises de la communauté Les entreprises s'engagent est « Demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas ». Ah ben je pense que c'est une phrase puissante et forte. Moi, je suis convaincue que les entreprises qui réussiront demain sont les entreprises citoyennes. Je suis convaincue que ce sont les entreprises qui ont conscience de leurs responsabilités sociétales et environnementales, en plus de leurs responsabilités économiques, parce que l'économie est quelque chose de très important. Moi, je me suis beaucoup battue pour l'émancipation économique des femmes parce que c'est la clé de beaucoup de choses. On parle de l'égalité des chances. Pour moi, elle passe par deux choses, l'éducation, la formation et la possibilité de prendre son destin en main pour pouvoir vivre dignement. Et je pense que les chefs d'entreprise doivent prendre conscience de cette chance immense qui est la leur de pouvoir accompagner les transformations du monde. C'est aussi une lourde responsabilité. Et tous les dirigeants n'ont pas envie. Mais je crois que ceux qui nous écoutent ont envie et je pense qu'ils ont la chance de pouvoir contribuer à rendre ce monde plus juste, plus désirable et plus inclusif. Merci beaucoup. Pour finir ces séries d'interviews, j'aime toujours poser quelques questions qui nous viennent de 20 Questions to the World pour vous connaître un tout petit peu différemment, si vous voulez bien. Alors, c'est très rapide. Avec qui est-ce que vous aimeriez prendre un café, si vous pouviez? C'est une personne qui peut être vivante ou partie, n'importe qui. J'ai une affection infinie pour Edgar Morin. J'ai eu la chance de le rencontrer et de prendre un café avec lui. J'ai une grande admiration pour Boris Cyrulnik et le travail qu'il a fait sur la résilience, parce que je pense que la résilience est un sujet extrêmement important. J'aurais tellement aimé rencontrer Simone Veil. J'aurais tellement aimé rencontrer Nelson Mandela. Ah, génial. Il faudra faire un café avec ces 4 personnes. En tout cas, je pense qu'ils auraient aussi beaucoup de plaisir à discuter avec vous sur tous ces sujets. Et si vous deviez choisir d'enseigner dans toutes les écoles du monde, et vous êtes une citoyenne du monde, ça aussi, ça vous parle, une matière dans toutes les écoles, ce serait quoi? L'humain. L'humain. Je pense que j'apprendrais aux jeunes à se connaître, à connaître leurs émotions, à savoir pourquoi parfois ils sont heureux, pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils sont en colère. Oui. Je leur apprendrai à comprendre toute la puissance et toute la force qu'ils ont en eux. Je leur apprendrai à se respecter et à respecter tous les vivants. Ah, j'adorerais faire ça. C'est une super idée. Avis aux amateurs, si des gens des autres pays nous écoutent aussi. Et si vous deviez écrire un livre aujourd'hui sur le monde actuel, quel serait son titre? J'adore les silences, vous savez, ils en disent long. On aimerait être dans votre tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Je n'ai pas le titre exact, mais je dirais... En fait, ce serait un livre sur l'humain a mis son intelligence au service de l'invention de la bombe atomique et de notre capacité à aller sur la Lune. J'aimerais que nous mettions cette intelligence au service de la protection du vivant. Oui, je comprends. Je crois que ce serait « Et si on s'occupait de nous ?» Très bien. Et si vous pouviez poser une question au monde entier, elle serait quoi?
Dans la continuité de notre livre, je pense que ce serait 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous ne respectons toujours pas les individus pour ce qu'ils sont. Et si on s'en occupait maintenant? C'est parfait. Merci beaucoup, Elisabeth Moreno. Je ne sais pas si vous ressentez, mais c'est extrêmement émouvant. Merci. À très bientôt, j'espère. À vous aussi, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.